This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Comme l'a dit Maxence, eh bien aujourd'hui on va parler de la lumière qui fait partie intégrante de ce qu'on avait commencé à observer la dernière fois, de la physique quantique. En fait, la lumière, c'est très bizarre. Pendant très longtemps, dans les temps passés, on a pensé que la lumière partait de l'œil pour arriver quelque part. Ça avait quand même un sens, mais c'était pas très clair quand même. Finalement, on s'est aperçu que non, la lumière partait d'un objet et arrivait dans notre œil. La lumière, en fait, c'est la messagère de la réalité, du monde qui nous entoure. Bien sûr, on a 5 sens, dont 4 qui s'occupent vraiment de notre environnement immédiat, le son, le goût, etc. C'est vraiment l'environnement archi-immédiat, donc une certaine réalité qui nous entoure très rapidement. Mais le reste de la réalité nous est transporté par la lumière. Or, la lumière, on en a parlé la semaine dernière, la fois d'avant. La lumière avait un comportement assez particulier. Il a été démontré définitivement que la lumière était une onde. C'est-à-dire, je vous rappelle, si j'allume une ampoule dans une foule, tout le monde va voir la lumière partout. Donc c'est une onde, elle se propage partout. Mais en même temps, elle était bizarre parce qu'elle se propageait dans le vide. Or, une onde, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager de proche en proche. Et c'était pas le cas, parce que la lumière vient des étoiles, en traversant des immenses vides, donc pour arriver à nos yeux, pour nous donner une image de la réalité, de ce qui existe. En fait, en même temps que la lumière a une particularité d'être ondulatoire, elle est en même temps corpusculaire, c'est-à-dire l'inverse du monde. La lumière est composée dans une certaine mesure, de petites particules que l'on appelle des photons. Alors, ces petites particules, on peut les imaginer comme étant des objets ponctuels, mais simplement avec chacun une particularité. On appelle ça sa fréquence ou sa longueur d'onde. En fait, suivant la façon dont ça vibre, vous avez des photons de très haute fréquence et puis des photons de très basse fréquence. Quand on a parlé de la notion d'atome, quand on a découvert que finalement l'atome existait, même si atomus, c'est-à-dire insécable, oui, l'atome est encore sécable, on peut encore se casser de plus en plus petit, même au sein du noyau. Rappelez-vous, un noyau et puis des électrons, entre guillemets, tournant autour. Avec la mécanique classique, ce genre de système permettait à l'électron normalement de pouvoir tourner n'importe où, à différentes orbites, plus ou moins éloignées du noyau. Or, on s'est aperçu que c'était pas vraiment possible parce que l'électron assez vite tomberait sur le noyau et la stabilité de l'atome disparaîtrait. Or, le monde qui nous entoure est fait d'atomes qui sont apparemment tous stables. Donc, cette notion a été vachement bizarre, très curieuse, très étonnante. Finalement, on a découvert un peu le système. Prenons un atome le plus simple possible, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène, un noyau, et puis très loin en comparant leurs dimensions, se trouvait un électron qui tournait tranquillement, plus ou moins autour, disons tranquillement, c'est vite dit. Il y avait une zone qui correspondait à une première orbite. Et là, l'atome était stable, tranquille. Si personne ne l'embêtait, il ne faisait rien. Il était dans son état fondamental. Par contre, dès qu'on l'énerve un peu, dès qu'on lui envoie un peu d'énergie, dès qu'on le chauffe par exemple, ou n'importe quoi, et bien cet électron n'est pas bien sur son orbite, et il va passer sur une orbite, mais pas n'importe laquelle, une orbite qui lui est autorisée.
Il va monter sur son orbite, mais manque de bol, il a horreur de cette orbite et très vite il va redescendre sur son fondamental. Et au moment où il redescend sur son fondamental, il va envoyer justement un de ces petits grains de lumière qu'on appelle des photons. Alors bien sûr, en fonction des niveaux, le photon qui était envoyé, il avait une espèce de particularité, une longueur d'onde, on va dire, qui lui était propre. Et cette longueur d'onde pouvait correspondre à une onde électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière dans un premier temps. Mais si on apporte beaucoup plus d'énergie à cet atome, eh bien, la première orbite ne lui suffit plus, la deuxième non plus, la troisième, eh bien oui, il va passer d'orbite en orbite. Mais à chaque fois, il ne s'y plaît pas. Et il doit redescendre de son état fondamental. Mais peut-être en cascade, en descendant sur tous les niveaux intermédiaires, ou alors directement, et à chaque fois en envoyant un petit photon de lumière. Ce qui fait que si je me mets autour de l'atome d'hydrogène, par exemple, je vais le voir m'envoyer des rayons lumineux de différentes longueurs d'onde, mais parfaitement précises. Chaque atome enverra, en fonction de ses niveaux, la lumière qui lui correspond parfaitement. Ce qui fait que si je l'observe, je vais voir une espèce de code barre qui correspondra parfaitement à la définition de l'atome d'hydrogène. Les 92 atomes qui composent l'univers ont chacun leur spectre, on va dire, ou alors plutôt en visualisant leur code barre. Ce qui fait que c'est une méthode extrêmement simple pour déterminer à partir de la lumière que l'on observe la composition, l'atome qui l'a émis. Or, un atome tout seul, il va envoyer qu'un tout petit photon de rien du tout. Mais bon, une quantité gigantesque de milliards et de milliards d'atomes d'hydrogène vont envoyer une lumière perceptible dans notre monde. Alors, la chose qui est assez étonnante, que l'on observe depuis qu'on est tout petit, il suffit de se frotter les mains et de sentir que les mains se réchauffent. Eh bien, en se frottant les mains, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait frotter nos atomes de la main droite sur les atomes de la main gauche, et puis ces atomes, ils vont s'énerver, ils vont recevoir un petit peu d'énergie, et ils vont donc pareillement sauter sur des orbites différents, mais ils n'aiment pas, ils redescendent, et en envoyant une lumière, mais parfaitement invisible. C'est de l'infrarouge, mais c'est chaud. L'infrarouge n'est pas perceptible avec nos yeux, mais il est perceptible avec notre peau, disons que quand c'est chaud, c'est vrai. Eh bien, voilà, et depuis très longtemps, vous avez tous remarqué, même depuis les temps immémoriaux, quand l'homme a commencé à frotter une baguette de bois dur sur un morceau de bois, il s'est aperçu qu'en apportant ce frottement, cette chaleur, d'abord le bois chauffait, puis peu à peu, il commençait à émettre une lumière. En général, vous avez tous déjà vu des braises, ou alors quand vous allumez votre barbecue, eh bien, d'abord, le morceau de charbon de bois va commencer à chauffer très lentement, sans émettre de lumière visible. Puis peu à peu, plus la chaleur, plus l'énergie apportée est grande, plus il va commencer à émettre de la lumière. Alors d'abord un peu rougeâtre, puis de plus en plus rouge, puis de plus en plus orangé. Et finalement, pour arriver, lorsque c'est extrêmement chaud, en apportant beaucoup d'énergie, en soufflant dessus, ça peut carrément être du blanc. Donc une lumière blanche. Or, une lumière blanche, c'est composé d'une infinité de couleurs, donc du rouge au bleu, au violet, en passant par toutes les couleurs. Donc l'ensemble de ces couleurs, ça donne du blanc. En fait, le morceau de charbon de bois, en rougissant au début, et en émettant de plus en plus de lumière parce qu'il est de plus en plus chaud, parce qu'il reçoit de plus en plus d'énergie, il va envoyer une somme de lumière, et la somme de ces lumières va nous donner du blanc. Vous avez peut-être aussi déjà vu, bien sûr, le soir, les lampadaires s'allumer. En général, à l'intérieur de l'ampoule, il y a une vapeur de sodium. C'est du sodium que l'on a chauffé et on l'a vaporisé, on l'a enfermé dans une ampoule. Et en l'excitant par des décharges électriques ou par une tension électrique ou par... Bon, bien sûr, on ne va pas le frotter parce que ça ne sert à rien, mais il faut quand même apporter une certaine énergie. Et vous allez voir que ces lampes au sodium vont envoyer une lumière un peu jaune-orangée. Et si vous regardez ça à travers un prisme, vous allez voir le code barre, disons les niveaux d'énergie, les autorisations possibles pour l'électron pour sauter d'orbite en orbite. Et ces lumières vont donner un magnifique orange. Donc en réalité, voilà d'où vient la lumière. C'est une excitation, c'est un énervement, c'est un apport d'énergie de plein de façons différentes à de la matière. Et la matière, elle va émettre de la lumière. Mais pas seulement émettre, elle est capable aussi de diffuser ou de réfléchir. Alors par exemple, la réflexion, si vous envoyez un rayon lumineux sur un miroir, avec un rayon, disons, bien dirigé vers le miroir, eh bien le rayon est réfléchi, exactement de la même manière
disons, dont il est arrivé. C'est fait simple, en faisant un angle bien particulier. Donc ça, c'est une réflexion sur l'eau, sur les matières métalliques, sur les miroirs, etc. Et la diffusion, eh bien, c'est simplement, par exemple, si vous voyez une pomme bien rouge, ben, ça veut dire que toute la lumière qui rentre, qui arrive sur cette pomme, tout va rentrer, sauf le rouge, qui va être diffusé dans toutes les directions. Toutes les personnes verront la pomme rouge, parce que la première couche superficielle de la pomme, des atomes et des molécules qui composent la pomme, à être capable de récupérer le rouge pour le diffuser dans toutes les directions. Alors, un autre exemple de diffusion, c'est par exemple, on va quand même faire un petit voyage, ça va être très marrant. Rappelez-vous, la naissance des étoiles. La naissance des étoiles, eh bien c'est un immense nuage de gaz, en général d'hydrogène et d'hélium, plus qu'une petite quantité d'autres atomes, n'importe lesquels, de l'oxygène, du fer, du magnésium, de l'azote, etc. Mais en faible quantité quand même. Imaginons donc l'effondrement de ce nuage qui, sous sa propre gravitation, va s'effondrer. En s'effondrant, eh bien, il va se comprimer. C'est-à-dire que la pression au sein de ce nuage va être de plus en plus forte, puis de plus en plus forte, puis de plus en plus forte, pour finalement faire monter la température à des valeurs extrêmement élevées. On peut porter ça, pour donner un ordre d'idée, en plusieurs millions de degrés. Peu à peu, les atomes d'hydrogène, eh bien, perdent leurs électrons et ils vont se coller de plus en plus les uns aux autres. L'énergie est tellement forte que même les noyaux vont commencer à s'exciter, à monter sur leur propre état d'énergie, sur leur propre orbite, on va dire. Mais ils n'aiment pas, ils redescendent. Sauf que là, l'énergie est tellement immense qu'ils vont être capables de renvoyer de la lumière, mais invisible à nos yeux. Mais qui est extrêmement nocif, extrêmement énergétique. Ce sont les rayons gamma et les rayons X. Et les rayons ultraviolets. Alors, petite parenthèse, les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui se transportent de proche en proche avec une caractéristique, leur longueur d'onde. Alors, leur longueur d'onde se mesure en mètres. Par exemple, l'œil est capable de percevoir des ondes électromagnétiques entre 400 et 800 nanomètres, millioniens de mètres. Donc, c'est vraiment très petit. Mais nos yeux sont capables de les sentir. En dessous, vous avez des rayons ultraviolets. Aucune perception avec nos yeux, mais avec notre peau, oui, ça bronze. Puis, de plus en plus fort, c'est pas bon. Plus la longueur d'onde diminue, plus les photons sont extrêmement violents et peuvent faire mal. Les ultraviolets, déjà, peuvent donner des cancers de la peau, par exemple. Puis, plus serré encore, vous avez des rayons X qui traversent tout et qui pulvérisent tout sur leur passage. Puis, en dernier, vous avez des rayons extrêmement violents qui sont les rayons gamma. Or, au moment de l'effondrement de cette étoile, ce sont les noyaux qui sont excités qui vont émettre une lumière de l'ordre de, disons, des rayons X et des rayons gamma et des ultraviolets, qui sont extrêmement nocifs à la vie, à la conception, disons, à la complexification des choses. Puis, peu à peu, ça se calme, et finalement, de la lumière visible est en train de se créer, si vous voulez, des atomes vont commencer à sauter d'énergie en énergie, en émettant maintenant des photons de la lumière physique capable d'être visible à nos yeux. Et pendant ce voyage à l'intérieur du Soleil, la lumière met 1 million d'années à pouvoir s'en échapper, tellement la baston est gigantesque, tellement l'absorption, la réémission, ça n'arrête pas. Un jour, la lumière sort. Et ce qui sort du Soleil, c'est de la lumière blanche, c'est-à-dire visible, de toutes les couleurs, des rayons plus violents qui sont les rayons ultraviolets et les rayons X et les rayons gamma, et ça se propage dans le vide interstellaire et pour arriver carrément sur la planète Terre. Si on n'avait aucune protection, la planète n'aurait jamais pu connaître l'épisode vie depuis 4 milliards d'années ou 3 milliards et demi. Mais c'était sans compter sur la magie de la planète Terre. Elle avait en son centre un noyau de fer et de nickel qui tournait, qui faisait un champ magnétique, et ce champ magnétique déviait une grosse partie des trucs pas sympas. Il y avait aussi une petite couche qui était l'ozone, qui empêchait les ultraviolets de passer violemment. Bref, on était quand même protégé d'une certaine manière par toutes ces couches. Voilà, seule la lumière visible était capable de traverser ces zones pour arriver sur la planète Terre, sur notre Sol. Et finalement,
Si je suis assis sur ma table avec un panier dans lequel se trouve une pomme rouge, une banane jaune et puis une poire verte, que se passe-t-il exactement? Il se passe que toutes les couleurs arrivent sur cette table, arrivent sur ces objets, et une grande partie est simplement absorbée et une certaine partie est diffusée dans toutes les directions. Voilà pourquoi je vois cette pomme rouge, parce que seul le rouge est diffusé dans toutes les directions. Voilà pourquoi je vois cette poire verte. Par exemple, une dernière chose que vous pourriez faire éventuellement, mettez-vous dans une pièce noire, mettez une pomme rouge au milieu de la pièce et éclairez-la avec une lumière verte, par exemple. Eh bien, vous allez voir que la pomme est noire. Ça veut dire que tout est absorbé, la pomme ne recevant aucune lumière rouge, ne va rien diffuser, vous allez observer la pomme noire. Voilà un petit peu comment ça se passe par rapport à tout ce qui est autour de vous, les fleurs, les tableaux. Toutes les couleurs, ce sont des diffusions. Ces diffusions, on ne va pas rentrer dans le détail, voilà quelle est la notion de diffusion. On a une autre notion aussi de diffusion qui est vachement intéressante, c'est lorsque la lumière du soleil pénètre notre atmosphère, eh bien, la lumière visible n'étant pas nocive, elle pénètre tranquillement l'atmosphère. Or, l'atmosphère est faite de molécules, en grande quantité de molécules de diazote et de dioxygène. Eh bien, la capacité de ces atomes, lorsqu'ils reçoivent cette lumière, eh bien, c'est que tout passe, sauf le bleu qui est diffusé. Voilà pourquoi vous avez un ciel bleu. Le ciel est bleu parce que les molécules et les atomes qui composent notre atmosphère diffusent le bleu dans toutes les directions. Autre exemple de diffusion, vous avez déjà vu des nuages blancs, et dès qu'il est au-dessus de votre tête, si le nuage est très gros, eh bien vous allez voir son fond noir. Juste au-dessus de votre tête, ça devient très sombre. En réalité, c'est que la lumière est rentrée dans le nuage par au-dessus, tout est diffusé dans toutes les directions, et il ne reste plus rien à diffuser en sortant du nuage. Donc, très peu de lumière, ce qui fait que vous avez un nuage très sombre. Voilà un petit peu la notion de la lumière, c'est la messagère de la réalité. C'est elle qui nous donne toutes les informations pour dire que la réalité existe, puisqu'on la voit. Est-ce que c'est une preuve? On en reparlera en mécanique quantique, parce qu'on avait vu que lorsque l'on observe quelque chose, eh bien on le perturbe, peut-être qu'on le crée. Donc l'irréelle réalité, c'était le titre de cette émission, de cette partie de l'émission. Et voilà pourquoi l'irréelle réalité. La réalité est une chose qui nous est perçue par nos yeux, mais elle est faite avec des particules qui sont un peu irréelles, et puis avec une lumière qui est relativement incompréhensible, puisqu'elle est paradoxale. Elle est en même temps onde et en même temps particule. Alors, pour revenir un petit peu sur cette notion de mécanique quantique, de physique quantique, une particule, qu'elle soit photon, c'est-à-dire lumière, ou une particule de matière, disons une particule élémentaire, eh bien, elle a un comportement qui est en même temps ondulatoire et en même temps corpusculaire. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un électron dans une fente pour qu'il puisse passer. Eh bien, si vous êtes présent, vous allez voir cet électron passer par la fente lui proposée. Maintenant, vous lui en proposez deux fentes. Eh bien, logiquement, il va passer par la fente de droite ou bien la fente de gauche. Ça, c'est le bon sens, c'est évident. Personne ne pourrait imaginer le contraire. Une boule passe par un endroit ou l'autre, elle ne peut pas passer par les deux en même temps. Eh bien, lorsque je fais cette expérience, je m'aperçois qu'avant les fentes, les électrons peuvent avoir un comportement corpusculaire, et dès qu'elles arrivent au niveau des fentes, elles deviennent ondes. Pendant un petit instant peut-être, elles deviennent ondes, et là, comme une vague qui peut passer à travers deux fentes, eh bien, l'onde particule peut passer par les deux fentes en même temps, ressortir, et si je regarde où est-ce qu'elle est ressortie, je peux m'apercevoir que elle est passée par une fente, elle est passée par l'autre fente, ou bien elle est passée par les deux fentes en même temps. Donc ça, c'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une des magies de la physique quantique. Un objet peut passer par deux fentes en même temps. Maintenant, si j'essaye de voir, d'être présent, juste derrière les deux fentes pour voir par où elle est passée quand même. Mais si je regarde, eh bien oui, l'électron va passer par une fente
ou l'autre. Dès que je m'en vais, il va passer par une fente ou l'autre, ou par les deux en même temps. Et voilà. Donc la notion d'être présent face à une expérience pose le problème du rôle de l'observateur qui fait l'expérience. Et même si je suis pas là, même si, disons, plutôt que de mettre un être conscient de tout ça, si je mets une machine qui n'est apparemment pas consciente, je vais observer le même phénomène. Voilà un petit peu le mystère de la mécanique quantique, la non-localisation, la superposition des états. Par exemple, la notion de superposition des états, on en a peut-être parlé déjà, eh bien, un objet quantique, disons qu'une particule quantique, même un atome, même éventuellement une molécule qui est un peu plus grosse, eh bien, étant donné qu'elle a plein de possibilités d'être, tant que je l'observe pas, l'objet prendra tous ses états, sans aucune différence. Par contre, dès que je l'observe, il aura choisi un état bien particulier, parce que je suis présent et je mesure. Voilà une autre folie de la physique quantique, la superposition des états. Une dernière chose, on va parler du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, bon, c'est quand même un être macroscopique, hélas, donc ça ne veut rien dire. Mais on va quand même faire l'expérience. Vous mettez un chat dans une boîte, et dans cette boîte, vous mettez une capsule de cyanure, et cette capsule de cyanure peut être bombardée par un élément radioactif. Un élément radioactif, c'est une boule, c'est un atome qui peut perdre un morceau. Mais on ne sait pas quand. Seul, je ne peux pas déterminer à quel instant, c'est juste probablement, juste une probabilité. Je peux dire qu'il y a des chances pour que dans l'heure qui vienne, il y ait un morceau qui parte. Ou alors dans l'année qui vient, un morceau qui part. On va prendre un élément qui peut perdre un morceau, disons, avec une chance très faible. Donc, je mets cet atome qui va être capable de casser cette capsule de cyanure. Alors, je mets le chat dedans. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer deux possibilités. Soit l'atome n'émet pas de particules qui va casser l'ampoule de cyanure pour tuer le chat, ou alors l'ampoule va être pétée, va être cassée, le cyanure va se propager, le chat va mourir. Donc on veut dire que tant que j'observe pas ce qui se passe dans la boîte, j'ai un chat qui a deux états possibles, et vivant et mort. Bon, bien sûr, vous ne faites pas l'expérience, mais le chat est tellement composé de milliards d'atomes et de particules quantiques que, à un moment donné, la réalité qui nous entoure ne fonctionne pas de la même manière. Il existe une frontière qu'on ne connaît pas entre la physique quantique et la physique à notre échelle. On ne sait pas à quel moment ça se passe pour rencontrer ces folies douces, disons. Voilà, une particule quantique peut être en plusieurs états en même temps. Et lorsque je l'observe, il aura simplement choisi un état. Je peux recommencer l'expérience, disons, avec une particule quantique qui peut prendre plein d'états. Donc voilà, tout n'est que probabilité, tout n'est que chance, tout n'est que hasard. Mais est-ce que le hasard n'est pas tout simplement la frontière de nos méprises et de notre connaissance ? Tant qu'on ne connaît pas au-delà, peut-être qu'on appelle ça le hasard. Il y a peut-être quelque chose d'autre plus tard. C'est ce qu'Einstein pensait, en pensant qu'il n'était pas trop d'accord sur la théorie qu'il venait d'élaborer, puisqu'il a travaillé beaucoup sur la mécanique quantique. Il n'était absolument pas d'accord avec ce qu'il trouvait, et c'était irréfutable. Lui, il pensait qu'il y avait quelque chose derrière tout ça, qu'il y avait des variables cachées qu'on ne connaît pas. Et le hasard n'existe pas pour lui. Voilà. La prochaine fois, on continuera ce voyage. Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.